C'est comme d'hab, c'est pas ça. C'est con, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas combien de personnes vont venir sur mes genoux. C'est vrai avec C'est avec la chaise du coup? Ouais. Et vous avez des appels ou pas? Mais non, mais on a ce micro. Comment on passe les diapos? C'est toi qui fais? T'es sûr? T'es tout ça concentré, hein? Est-ce que là, il va y avoir ce genre de petits signes de tête? Genre. Non mais s'il faut passer, tu peux y aller. Et qu'il passe. Ok, la préposée au diapo, elle va pouvoir passer à la diapo suivante. C'est plus simple de se dire on passe à la suivante que. Notre chef d'équipe va passer à la diapo suivante. Est-ce que ça vous dérange là qu'après, pour ceux qui ont déjà fini, je vous pose quand même un peu la question, est-ce que vous pouvez dire à la fin, dire, ceux qui sont déjà finis, voilà un peu leur parcours aujourd'hui, qui ça montre un peu la diversité, si vous voulez. Oh, si vous vous présentez, alors ce n'est pas la même. Ah oui, tu veux dire c'est. C'est montré à la fin, voilà. C'est qu'est-ce que Baïtikou vous a permis, quoi. C'est ça, c'est qu'est-ce que Baïtikou vous a permis de faire. Oui, exactement, on dira la suite, chacun, si vous voulez. Bon. Je pense qu'au fur et à mesure, je vais me présenter. Après, je passe le tour, je présente Pamela. Je sais pas, chaque fois qu'on passe le micro, peut-être que vous pouvez introduire soit la personne qui vient, ou soit vous faites juste une petite introduction et la personne se présente directement. Ok. À chaque fois qu'on présente le micro, on se présente une fois, oui. Enfin, une fois. Une fois en tout. Ça, c'est sûr, je vais nous présenter. Oui. C'est qui là? C'est toi qui. Apéro? Il n'empêche que. L'apéro. Non, mais. Et maintenant, Moi, franchement, si au fur et à mesure, vous dites juste bonjour, Baptiste Giorgio, toi. Alors, moi, c'est Baptiste Giorgio. Ouais. Tu continues là, enfin, ça prend 2 secondes, c'est plus. Moi, c'est plus intéressant. vu que j'ai tout oublié, je vous propose un petit. Mais si tu veux, tu peux. Ouais, tu peux expliquer un peu en seconde, mais ça. Voilà, je travaillais dans la fac de Malaga. Ça veut dire un peu. Si on a le temps, je pense que c'est intéressant de voir, même si avec dans les échanges. Donc, toi, ça peut être dans les échanges par exemple. Bon, mais on va commencer du coup. Et ben, on y va. Ben, si vous voulez, je pense qu'on va commencer, non? Les 20 minutes bordelais sont passées. 18, oui. Bon, 19. Bon, mais bonjour à tous, à toutes et à tous d'être venus ce soir. Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on peut faire des événements, des activités fortes à l'école et qu'après on puisse les partager tous ensemble en tant que communauté de l'école. Ce que vous allez avoir ensuite, c'est un projet collectif, un projet des groupes. C'est un projet de groupe dans tous les niveaux. C'est un projet de groupe qui est d'abord entre étudiants et enseignants-chercheurs. C'est un projet de groupe qui est entre institutions de la région, l'école d'Archi, l'ENSAP, l'Université de Bordeaux, l'ENSAM, l'école des arts et métiers. Mais c'est aussi un projet qui a des groupes en tant que pôle international. C'était le pôle bordelais on a travaillé aussi dans cette équipe-là avec un pôle Dubaïot et un pôle palestinien. Et c'est un projet, enfin finalement, ça montre que chacun apporte le meilleur de lui et on arrive à faire des choses assez extraordinaires. Voilà. Donc dans ce monde un peu global, cette transversalité s'impose. Le projet que vous allez voir, de toute façon, malgré la force qu'on a mis tous et l'envie de travailler, ça n'aurait été pas possible si on n'avait pas eu quand même quelque chose de clé qui est le financement. Donc il faut quand même remercier énormément les financeurs de ce projet-là
qu'il a eu beaucoup. Mais il y a des institutions principales qui étaient la région de la Nouvelle-Aquitaine, qui a fait une contribution importante au projet. Il y a l'IDEX, la Fondation de Bordeaux, et le ministère de la Culture et de la Communication, qui ont, eux, participé fortement, parmi d'autres. Ouais, mais je tenais à les remercier publiquement. Vous allez voir un peu le travail que notre école, parce que c'est ça un peu, il s'agit un peu d'être fier de notre établissement. Vous avez des raisons pour l'être, parce qu'on est dans une école assez extraordinaire. Et donc vous allez voir un peu le travail que les membres de nos communautés ont fait. Et voilà, donc c'était tout avant tout une aventure d'étudiants. Je tenais tout de même à remercier les enseignants de l'école qui ont participé activement à ce projet. Et voilà, donc je tenais à remercier Denis Bruno, qui n'est pas aujourd'hui avec nous, mais qui peut-être sera tout à l'heure, et Rémi Goiffron, qui ont constitué ensemble, on était tous les trois, c'était vraiment le noyau dur des enseignants de l'école là, qui ont participé au projet. Mais il y a eu d'autres, et je voudrais remercier aussi un public. Il y a Régis Le Normand qui travaille avec nous un peu dans le projet. Merci Régis. Il y a Emmanuel qui a travaillé aussi. Il y a Vincent Lefort, je ne sais pas s'il est par là, mais il a aussi travaillé, il a fait son apport, il a apporté sa pierre de l'édifice. Il y a Cyril Touzani aussi qui s'est impliqué. Et d'autres, parce que tout le monde a participé un peu, mais voilà, je tenais à remercier ces gens-là avec qui, sans eux, peut-être que le projet n'aurait pas eu la même force. Voilà. Vous allez voir un peu l'aventure. Juste vous rappeler que le projet, il existe toujours, il est toujours là, et il est toujours en fonctionnement. Et après avoir raconté de quoi il s'agit et l'aventure pour y arriver à le faire, on vous parle un peu aussi du futur. Du futur du projet et du futur aussi de l'engagement de l'école dans ce type de climat et dans cette voie des recherches, dans laquelle peut-être que dans pas longtemps vous serez aussi vous appelés à candidater pour participer avec nous peut-être à nouveau dans d'autres projets aussi fascinants que celle-ci. Bon, donc je ne m'étale pas plus longtemps, je vais passer d'abord, donc voilà l'équipe, ils vont se présenter au fur et à mesure. C'est le Star Team. Et je vais passer la parole à Pamela Saillant, qui était dans la première phase, le leader des étudiants dans la phase conception. Et au fur et à mesure, tout le monde va se présenter. Voilà. Tiens, Pamela. Merci. Donc, je suis architecte diplômée d'État, actuellement en formation HMONP. Donc, je vais vous parler du Solar Décathlon. D'abord, qu'est-ce que c'est? Parce que vous n'êtes pas forcément au courant de la compétition. Donc, c'est une compétition internationale étudiante, et c'est très important puisqu'il faut être étudiant pour pouvoir participer, et qui regroupe 10 concours en un. Donc, en passant de l'architecture au développement durable, à l'ingénierie. Donc, c'est vraiment des thèmes qui font. C'est pas seulement une image ou une idée de conception, c'est construire réellement une maison qui doit être à énergie positive et fonctionner uniquement grâce à l'énergie solaire. Donc, c'est un concours qui a été créé en 2002 par le département de l'énergie des États-Unis. Et donc nous, on a participé au Solar Décathlon Middle East, Moyen-Orient, pour la première édition en climat très chaud à Dubaï. Donc c'était là, vous avez une vue du site du concours. Donc vous avez le parc Al Maktoum avec les millions de panneaux solaires, car Dubaï veut être la première ville émettrice d'énergie solaire d'ici 2030. Et devant, on a le Solar Eye, donc qui est le parc où l'ensemble des équipes internationales. Donc, il faut savoir qu'il y avait une vingtaine d'équipes sélectionnées en 2017. 2016 même, octobre 2016, et donc seulement 15 sont arrivés jusqu'à la phase concours. Donc il faut savoir que c'est un concours très long, c'est plus de 2 ans, et il y a certaines équipes malheureusement qui n'arrivent pas à la phase finale. Et donc on voit là la partie, donc les maisons étaient en construction, et Baïti Cool est juste là-bas. Hop.
Donc l'équipe Baïticool, c'est à la fois des étudiants, c'est aussi des enseignants chercheurs, mais également des professionnels. Il faut savoir qu'on a eu une partie très longue sur la conception parce qu'on a vraiment profité du savoir d'intervenants, notamment sur le biomimétisme. Donc le biomimétisme, c'est l'étude des phénomènes de la nature pour être appliqué donc à d'autres éléments comme l'architecture par exemple. C'est un projet qui a regroupé plus d'une centaine d'étudiants venant de toutes les filières, donc que ce soit architecture, ingénierie, biologie, économie, logistique, management, communication. Donc avec des profils très variés et très différents. Mon rôle en tant que chef d'équipe étudiant, c'était de faire du management, donc vraiment de cadrer l'ensemble des membres et d'aider tout le monde à progresser parce que ça fait aussi partie d'un projet professionnel. Il y a énormément d'étudiants qui ont fait des stages, qui ont trouvé du travail grâce à ce projet. Et donc, je vais vous expliquer comment on a constitué un peu l'équipe par rapport au projet. Donc, tout est parti de l'idée d'un concept. Donc, Baïticool, c'est pas seulement une maison, en fait, c'est quelque chose qui est vivant. Donc, on a à la fois des poissons, des vers de terre, les êtres humains qui sont égaux avec également les plantes et qui vivent en harmonie. Avec cette maison, et c'est une maison qui est vivante et avec laquelle on interagit. C'est pas quelque chose qui est bourré de technologie qu'on peut pas maîtriser. Il y a quand même des éléments qui permettent donc de comprendre comment on peut faire vivre cette maison en climat très aride, puisqu'à Dubaï, il faut savoir qu'il fait quand même 50 degrés la majorité de l'année. Et donc on est parti de cette partie vraiment sur l'ensemble des concepts et on a créé les work packages, donc groupes de travail avec donc outils numériques, architecture, construction logistique, système énergétique, système biologique, communication, marketing. Et en fait l'ensemble de ces éléments, ils répondaient aussi aux demandes du concours parce qu'on avait un cahier des charges très important. Par exemple, ça a aussi influencé la conception dont mes collègues vous parlaient après. On avait une partie, une clause du concours qui disait qu'on pouvait gagner l'ensemble des points si on avait plus de 50% de la toiture végétalisée. Bon, bah, comment on fait, etc. Comment on se regroupe. Donc on a divisé les membres de l'équipe ainsi. Et donc c'est des groupes qui travaillaient ensemble, donc ça pouvait aller de 5 personnes à 15 personnes. Et ces groupes, ils interagissaient aussi avec les autres groupes, parce que par exemple, quand vous décidez de mettre des panneaux solaires en façade, faut voir avec le groupe archi comment on les répartit, comment on fait toute la partie esthétique, et avec le groupe système énergétique sur comment ils sont raccordés, où est-ce qu'on fait les branchements, où passent les câbles. Voilà. Et donc ce qui est intéressant avec ces work packages, c'est que ici en fait on peut voir qu'on a eu énormément d'échanges avec des entreprises. Donc à la fois c'était, moi je vous parle, il y avait des gens en master et en licence, et il fallait aller aller voir des entreprises pour leur demander si ça les intéressait de participer au projet. Donc on faisait souvent par rapport à moi, sur mon rôle, j'ai fait toute la stratégie bioclimatique du projet et l'analyse thermique avec Rémi Goiffon. Donc par exemple, il était intéressant d'isoler avec des matériaux biosourcés. Donc là c'est pareil, qui est-ce qui produit des matériaux biosourcés? Est-ce qu'ils sont intéressés pour nous fournir les matériaux? Comment? Donc ça c'est le premier type, c'est juste la fourniture. Après on a le deuxième type de partenariat, donc la fabrication sur mesure. Donc là pareil, on va avoir le menuisier, donc Monsieur Nieto qui nous a fait les baies sur mesure. Donc quel type de vitrage on choisit, comment sont dimensionnées les baies, comment on les installe après sur le chantier. Et enfin, donc on a eu vraiment du co-développement avec certaines entreprises, dont Durand Béton. On vous en reparlera après, où on a fait vraiment la façade BFUB, donc c'est du béton fibré ultra haute performance, qui a été réalisé sur mesure pour le projet Baïticool. Alors bonsoir, Philippe Mial, donc moi je suis étudiant ingénieur et je suis fraîchement diplômé en architecture. Maintenant qu'on a présenté donc cette grande équipe et puis la manière dont elle a pu fonctionner rapidement, moi je vais vous expliquer, vous présenter un petit peu la structure globale du projet. Donc avant tout, en termes de volumétrie, on a choisi comme parti pris dès le départ une volumétrie très simple, une structure en U.
comme vous pouvez le voir dans le plan. Donc on rentre dans ces structures en U par un filtre, une claustra qui va donc mettre à distance des espaces publics la maison, c'est un point très important, qui était très important pour les Émiratis, les Orientaux. Et on va rentrer donc ensuite, une fois ce claustra passé, on a travaillé un peu ensemble là-dessus, sur le fait de positionner un volume capable témoin, une sorte de prototype de ce qu'est une cellule de volume capable, sur les quais pendant la semaine où il y avait Agora. Donc on a conçu ça, donc une sorte de pavillon temporaire, tout en ossature bois. Donc on a travaillé avec les entreprises locales pour fabriquer les ponts de murs préfabriqués, qui sont arrivés sur place, etc. Donc c'était encore un moment assez fort parce que 3 ans après avoir démarré le projet, il se passait toujours rien en réalité sur le projet, mais il y a eu quand même ça qui nous a permis de faire une très bonne soirée sur place et de au moins de montrer que spatialement c'était quelque chose de super intéressant, qui avait des vrais potentiels. On a invité une école de design avec tous ces élèves à imaginer qu'est-ce que peut devenir un volume capable, comment l'aménager, partir de la cellule de base pour la faire évoluer. Et tout ça, ça a été affiché aussi sur place. Le lieu a servi aussi à une petite troupe de comédiens à faire des petits événements le long de la semaine. Donc c'était devenu un endroit, déjà on passait devant, les gens se retrouvaient sur place. On était assez contents de ce petit truc qui, une semaine après, il a disparu et on ne sait plus trop où est-ce qu'il est. Voilà. Ok. Donc la deuxième histoire ou deuxième famille, elle commence par la rencontre d'une dame qui se lance dans la promotion immobilière ou l'investissement immobilier alors qu'elle est complètement novice sur le sujet. Forcément, elle y veut y trouver une certaine rentabilité économique dans tous ses projets, mais ce qui est reconnaissable dans cette dame, c'est surtout sa volonté de faire de la qualité dans le logement, d'innover dans la programmation et de rechercher une architecture contemporaine. Et pour ça, pour nous, ça a été une très très agréable de travailler avec elle. Donc c'est le début de l'agence et cette dame, elle nous fait confiance sur un premier projet qui se situe sur la rue du Loup, donc en plein centre-ville de Bordeaux. On fera un second projet avec elle qui est sur Pessac, qu'on a appelé les maisons jumelles. Du premier projet qu'on a réalisé avec elle, un deuxième se concrétise, puis un troisième. Ces 3 projets sont situés dans le centre-ville historique de Bordeaux, ce qui amène maintenant à notre jeune agence une certaine expertise dans le travail dans le centre-ville historique, traitement de bâtiments en secteur sauvegardé, la question de la ville de pierre, etc. Donc ça, c'est, comme on vous le dit tout à l'heure, tous les projets sont importants, il faut les traiter avec beaucoup d'attention, beaucoup de finesse, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une certaine histoire qui se crée, et notamment celle de notre travail pour nous dans le centre-ville historique de Bordeaux. Et enfin, découlent des maisons jumelles, maisons modulables. Donc pour le coup, c'est un autre maître d'ouvrage, mais on voit une certaine filiation avec les maisons jumelles, vous verrez sur l'architecture, et là aussi sur l'innovation programmatique. Donc je vais vous présenter les 3 projets. Donc c'est celui du rue du Loup, les maisons jumelles et les maisons modulables. Donc sur la rue du Loup, donc j'imagine que vous savez où ça se trouve, on est proche de la cathédrale à Péberlan, sur place Péberlan. C'est un immeuble que la dame a acquis, donc, qui faisait un R+1. Le projet était de surélever ce bâtiment, donc c'est une réhabilitation plus surélévation, donc on finit sur un bâtiment R+2. La particularité de ce bâtiment, c'est qu'il a 2 accès. Il a un accès principal sur la rue du Loup et un deuxième latéral sur la rue de Chevru.
Donc en rez-de-chaussée, c'est un petit commerce. Historiquement, c'était une boulangerie qui est transformée en horlogerie. Aujourd'hui, ça a encore changé. Et les logements, eux, ont leur accès latéralement depuis la rue de Chevreux. La dernière surélévation, c'est un logement, une particularité qui est en duplex, on le voit avec son escalier. Donc voilà ce que ça donne. Le bâtiment en R+1 est conservé à l'identique, à part la devanture qu'on vient retravailler. Donc il est ravalé, on change les menuiseries à l'identique, les garde-corps, et on voit la surélévation dessus, qui est pour nous, on tient beaucoup parce qu'elle garde les codes de l'architecture existante du bâtiment, mais on y amène une tonalité un peu contemporaine au projet, en réinterprétant certaines écritures. On retrouve la corniche, mais on voit aussi le traitement des encadrements qui reprennent les engravures et les modénatures des tableaux des fenêtres du dessous. Ces encadrements sont traités en acier, donc avec assez minimaliste, une écriture assez fine, et avec 2 ouvrants, pour le coup entièrement vitrés, où les dormants des menuiseries disparaissent derrière les encadrements, donc on aperçoit simplement la partie vitrée de la fenêtre. Le deuxième projet, qui s'appelle Maison Jumelle, en réalité c'est 2 maisons strictement identiques, à quelque chose près, qui sont accolées. On se retrouve à Pessac, dans des quartiers très résidentiels, donc on prend un peu le contre-pied de ce qui se retrouve comme architecture dans le coin. On est plutôt sur du pavillon, double pan de 4 pans en tuiles. Là, on propose une architecture beaucoup plus contemporaine et qui travaille sur les questions de l'intériorité. On commence par une coupe pour présenter ce projet. Ce qui est très intéressant, c'est le rapport à la rue. On est sur une parcelle assez longue, donc un bâtiment plutôt long. Donc l'idée était de savoir comment on allait amener de la lumière jusqu'à l'intérieur du projet, des vues et une qualité de vie. Et en même temps, comment on se cache de l'espace public, donc de la rue, et donc comment on retrouve cette intériorité dans le projet. Donc on le voit, il y a la gestion d'un grand patio qui marque l'entrée, mais qui aussi permet d'évider un peu l'intérieur du projet et amener de la lumière dans les espaces de vie intérieure. Donc voilà la façade. Donc les 2 maisons, l'une à gauche, l'une à droite. On reconnaît les patios, donc qui sont végétalisés et qui marquent vraiment l'entrée des projets. Donc là vous avez un plan d'étage. Et donc voilà cette intériorité dont je vous parlais, comment on arrive à être en plein milieu du projet et toujours avoir de la qualité de vue et qualité de lumière à l'intérieur de notre projet. La vue du rez-de-chaussée. Donc tout un travail sur l'escalier qui est traité comme un élément particulier qui anime le projet, et il joue aussi un filtre par rapport à la rue. Et enfin le troisième projet, donc là les 2 premiers projets que je vous ai montré en photo, c'était le même maître d'ouvrage qui nous a fait confiance, parce que la rue du Loup, c'était tout au début de notre activité, donc elle nous a vraiment fait confiance, et on voit que du coup de cette confiance naît un travail en collaboration sur plusieurs projets. Maintenant on parle de la maison modulable. Là on rencontre une deuxième dame qui, elle, n'est pas du tout novice dans le monde de l'immobilier. Elle a plusieurs immeubles dans Bordeaux. Mais là, elle a envie d'innover sur la question de l'habitat en ville. Et elle est convaincue que la question de la colocation n'est pas très bien traitée, et qu'on peut proposer des bâtiments pensés dès le début pour ça, et vraiment réfléchis dans un but d'habiter en colocation. Donc là aussi on commence par la coupe. Le projet le terrain est plus bas que la rue en fait. Donc tout de suite naît l'idée de travailler sur des demi-niveaux, avec aussi la question d'un patio à l'entrée pour traiter la gestion par rapport à la rue. À l'arrière sont construits sur 3 niveaux des chambres avec leur salle de bain complètement indépendante.
donc un tout petit studio. Et par contre, en double hauteur, les espaces de vie qui donnent sur la terrasse au R+1 permettent une vie en colocation. Pour le coup, c'est tous les espaces partagés. Donc on a la cuisine, séjour, salle à manger et terrasse, espace extérieur. À l'arrière, il y a un jardin, donc en contrebas du bâtiment. Donc voilà ce que ça donne depuis la rue. Donc on a ce fameux patio d'entrée qui là nous met à distance encore de la rue, animé par un patio, un espace végétalisé. Il y a aussi un petit studio, si vous voyez sur la droite, qui est indépendant du bâtiment. Et au-dessus, au R+1, on voit qu'on est protégé par une grande poutre qui fait jardinière. Et c'est les espaces de vie en communauté, là où on a sa cuisine, salle à manger, séjour. Donc une vue du patio. Et voilà ce que ça donne sur l'arrière. Donc les 3 petites les chambres avec leur salle de bain, toutes indépendantes. Donc on voit que c'est des architectures, les 3 projets qui viennent de se succéder, qui sont très simples. Hein. On est sur de l'architecture en maçonnerie, enduite. Il n'y a pas de grande complexité de matérialité, mais on est plus sur une recherche de justesse spatiale. Et de simplicité et économie de matériaux au service donc d'une richesse spatiale pour les usagers. Alors moi du coup les 3 projets que je vais vous présenter maintenant, ils viennent un peu en rupture, dans le sens où ils ont, en tout cas aujourd'hui, pas vraiment de filiation, ni entre eux, ni avec des projets, en tout cas à venir pour l'instant, on espère qu'ils viendront. C'est 3 petits projets en marché public tous, un cimetière en Charente-Maritime, à Sablonceau, un projet de musée dans le Pays Basque, vraiment à l'intérieur du Pays Basque, en Soule, et enfin un petit projet ici à Bordeaux, une maison des projets, dans le cadre d'une opération d'aménagement assez conséquente sur la commune de Mérignac et pour le cadre de la FAB. Alors, au cimetière de Sablonceau, là on revient vraiment au tout début de l'agence, on est en 2013, c'est peut-être notre première approche des marchés publics, en tout cas on va dire avec notre nom d'agence, on va dire. C'est un tout petit projet, 100 000 €. C'est l'équivalent d'une petite maison, hein, pas plus. Le règlement de consultation n'impose même pas qu'un architecte soit dans l'équipe pour répondre. Mais nous, on y voit, ne serait-ce que par la programmation, un cimetière, et dans un second temps, par la localisation. On est à Sablonceau, on est au pied d'un patrimoine assez exceptionnel. C'est une abbaye du XIIe siècle. Et donc on se dit, bah, allez, on y va. Donc on répond, donc c'est des petits marchés publics qui sont en procédure adaptée. Il n'y a pas vraiment de proposition architecturale à présenter dans un premier temps, mais surtout des références, ce qu'on n'a pas du tout à l'époque, et une note méthodologique. On va voir un peu comment on envisage un peu le projet. Et nous on répond, et on est retenu en insistant sur la valeur patrimoniale du site, mais aussi sur le budget qui nous semble vraiment faible pour répondre aux besoins d'opération. Et effectivement, on verra qu'on ne sera pas trompé. Donc ça c'est le site, en noir c'est l'abbaye, donc assez imposante. Juste en dessous le cimetière existant. Et nous on vient en contrebas, donc de façon assez discrète, proposer l'extension, c'est un projet d'extension de cimetière, sachant que la partie qu'on a réalisée aujourd'hui est assez minime, mais elle prévoit une extension future beaucoup plus importante. Donc c'est un travail à plusieurs échelles, on va dire une échelle de paysage, parce qu'on vient dans un site très lâche, où seule l'abbaye se dresse un peu au centre d'un espace rempli de vignes, de forêts. C'est un projet sur la coupe aussi, on est sur un terrain qui descend un peu graduellement vers un plan d'eau. Et un travail sur le patrimoine, bien sûr, parce qu'on s'adosse à un site assez exceptionnel par son histoire, par sa matérialité. Donc voilà on va dire la partie la plus visible du projet. C'est un mur habité, on appelle ça le mur du columbarium. Aujourd'hui, les gens se font de moins en moins enterrer, mais davantage incinérés.
pour finir dans des urnes qu'on met soit dans des murs comme ça, donc les columbariums, soit dans des urnes qui sont au sol. On ne les voit pas encore ici, mais elles sont enterrées le long de cet espace. Donc on vient s'adosser au mur du cimetière existant. On comprend ici la première notion de matérialité. On est face à l'abbaye du XIIe siècle avec sa pierre ancienne qui a pris une certaine patine. Nous, on n'avait ni les moyens ni forcément l'envie de travailler en pierre, bien que ça aurait vraiment plu à l'architecte des bâtiments de France. Donc c'est posé la question de réinterpréter ce matériau et de travailler le béton, parce que c'était le matériau qui nous attirait le plus à l'époque, d'une façon un peu plus personnelle et contemporaine. Donc là, on repart sur l'échelle un peu du paysage, comment traiter les contours du projet, et notamment ces clôtures, qui au final sont une grande partie du projet. À la fois dans sa minéralité, sur la photo de gauche, on vient un peu prolonger le mur d'assises et le socle de l'abbaye, et de l'autre côté, face au paysage, une clôture ou une limite beaucoup plus poreuse qui laisse deviner un peu le paysage. Le travail plus en détail sur le mobilier, parce que c'est quasiment du mobilier, donc ces fameuses cavernes dans lesquelles reposent les personnes aujourd'hui. Et l'expérimentation sur la matière, donc là on est encore en processus de chantier, les murs viennent d'être coulés, alors ça se voit pas très bien encore, ça se voit mieux sur un projet une fois réalisé, mais on a travaillé sur plusieurs strates de béton, avec des granulométries, des densités différentes et donc des teintes un peu différentes, qui sont finalement sablées et qui viennent, et ce travail de sablage, on leur donne une texture, quand il est plus ou moins prononcé, assez intéressante. Le second projet, on est toujours en marché public, c'est une échelle un peu plus importante, projet de musée, de centre d'interprétation plutôt. Alors on est un peu plus avancé, on commence en 2016 le projet, là c'est un concours, donc là il y a vraiment une proposition architecturale à présenter. Le problème c'est qu'on n'a toujours pas de référence. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On se tourne vers des gens qu'on admire tout simplement, et notamment côté espagnol. À ce moment-là, en 2016, on est à la fin de la crise pour eux, et il y a pas mal d'agences, de très bonnes agences, qui cherchent du travail, et notamment l'opportunité de venir travailler, pourquoi pas en France. Donc nous, on regarde un petit peu à qui on peut s'adresser, et on choisit une agence de Pamplune, Tabuenca Liache, qui sont très bons et qui sont encore meilleurs quand il s'agit de réhabilitation. Et donc on les appelle, et ils sont partants, donc on se candidate ensemble, on est retenu, et on gagne le concours. Alors le sujet c'est quoi? C'est l'atelier de l'Espadrille, c'est un projet culturel de réhabilitation. Donc c'est des anciennes usines qui sont dans le centre-ville de Moléon, donc capitale de la Soule au Pays Basque. Et le centre d'interprétation, il regroupe donc une partie d'exposition, une partie plus publique avec une office de tourisme, et également un atelier de production. Et toute cette photo qui date du siècle dernier, des usines de fabrication de Moléon, et vous verrez après, avec quelques images du projet, que l'espace dans lequel travaillaient ces gens à l'époque est très très similaire à l'espace qu'on a aujourd'hui à réhabiliter et à réinterpréter. Donc voilà une petite partie du bâtiment. Il y a essentiellement, et c'est essentiellement l'espace qu'on réhabilite nous, 3 grandes halles qui ont d'abord été des espaces pour le stockage du blé à l'époque, qui sont ensuite devenus une usine de fabrication de chaussures de sécurité. Et nous, on récupère aujourd'hui cet héritage patrimonial assez industriel, on va dire. Mais il y a quelques éléments qui ne sautent pas forcément aux yeux quand on le regarde de dehors, mais quand on prend le temps de rentrer dans le bâtiment, des éléments patrimoniaux autres qu'industriels, qui sont ces éléments de charpente, bois, très intéressants. Aujourd'hui, celui-là, on ne le voit quasiment pas parce qu'il est caché sous un plancher. Et nous, une des parties pris du projet, notamment, ça sera de mettre en valeur, de remettre à vue tous ces éléments-là qui ont une grande richesse, une grande qualité. Alors, je reviens sur nos architectes espagnols, Tabuenca Liache, qui ont ce bâtiment assez fabuleux à Pamplune, qui est une réhabilitation d'un bâtiment, pour le coup, d'un vrai patrimoine du XVIe siècle,
mais avec une réinterprétation assez contemporaine et un travail assez fin sur la matérialité, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un travail avec très peu de matériaux, un enduit gris assez texturé, un bois assez sombre, assez riche. Et voilà pourquoi il nous semblait les mieux adaptés pour répondre avec nous à cette commande. Donc les grands principes du projet, on a ces grandes halles en bas qu'on vient évider, on vient nettoyer un petit peu tous les parasites qui ont été rajoutés au fil des années, des éléments de mezzanine ou autres, pour retrouver le volume intégral sous la charpente. On vient sur la côté gauche de l'image, il y a une maison, un ancien corps de ferme qu'on démolit pour recréer un espace semi-public, un parvis qui se reverse sur la ville et qui servira d'espace d'accès au centre. À l'intérieur du volume, on vient glisser des éléments nouveaux, toujours sous la forme de mobilier, des interventions qu'on veut les plus légères, tout en bois. Un travail de réhabilitation et de mise en valeur de la charpente existante. On est aujourd'hui sur l'étude assez poussée, élément par élément, de ce qui peut être conservé, ce qui doit être renforcé, etc. Et enfin, un travail sur la toiture. Aujourd'hui, c'est un bâtiment assez étrange où la moitié des pans de toiture sont en tuiles, les autres en ardoise. Donc on a un travail un peu d'harmonisation et un travail aussi pour faire rentrer la lumière à l'intérieur du bâtiment. Ce sont des halles assez profondes et on a besoin vraiment de lumière naturelle là-dedans. Et il y a un travail sur la toiture parce qu'on est en site protégé et qu'on a... Mauléon est une ville assez vallonnée et on a la vision depuis le château fort sur le bâtiment à proximité qui donne un intérêt particulier sur la toiture. Donc ça, c'est des images du projet en cours. Donc des interventions très simples, les plus petites possibles, vraiment comme je disais, plutôt à l'échelle du mobilier, et plutôt un travail sur la mise en valeur des éléments existants, et notamment ces éléments de charpente bois caractéristiques. On a plusieurs séquences dans le projet, sur des espaces de vente, sur des espaces de transition entre le musée et l'espace de production. Voilà. Mise en valeur des murs existants, uniformisation par des matériaux simples, toujours un enduit texturé, et mise en valeur de la charpente. Et enfin, le dernier projet, alors on revient sur un tout petit projet. Là, c'est un peu particulier parce que c'est un projet... Ses contraintes, c'est qu'il faut qu'il soit démontable. On est à la limite de l'événementiel, c'est une maison des projets, donc qui sert à mettre en valeur des opérations qui vont venir sur un site. En l'occurrence, on est à Mérignac. On est à la jonction entre deux grosses opérations qui sont menées par la FAB, donc la Fabrique Métropolitaine, Mérignac-Marne et Mérignac-Soleil. Et nous, dans notre petit pavillon, seront exposées les futures opérations. Et il y a également une petite partie associative qui prenait ici la forme d'une maison des vélos. Donc contrainte de démontabilité, de déplacement en futur du projet pour qu'on puisse le remonter, contrainte de coût, budget extrêmement serré, et contrainte aussi de temporalité, il faut aller très vite parce qu'il y a une question électorale qui arrive, les élections sont dans pas très longtemps. Alors notre réponse, on a voulu la plus simple possible pour plein de raisons. La première, c'est que le bâtiment, aujourd'hui il a un contexte, mais demain il en aura sûrement un autre. Donc la forme circulaire nous est venue assez vite en se disant bon, mais c'est peut-être celle qui s'adaptera le mieux à un contexte encore un peu indéfini. Et après une organisation pareille à l'intérieur sur la base de 4 modules, tous quasi symétriques, pour permettre une évolution possible dans le futur en fonction des changements d'usage possibles qu'aura le bâtiment. Donc malheureusement aujourd'hui c'est un projet qui est arrêté, on espère qu'il pourra peut-être un jour revoir le jour. Pourquoi ? Parce que les limites de ces projets-là, notamment quand on est dans l'événementiel, c'est qu'on a des budgets serrés, mais parfois des contraintes de site qui ne sont pas liées avec, qui ne fonctionnent pas avec, notamment ici on est sur un bâtiment très léger, en ossature métallique, donc ça fonctionne, tout est démontable. Par contre on est sur un sol très mauvais, donc qui demande des fondations spéciales, des pieux notamment, et un sol très pollué qui fait exploser les coûts quand on commence à creuser, à faire des fondations, à faire une dalle, et qui ont rendu le projet impossible parce qu'on immobilisait quasiment la moitié du budget du projet
lors de la première construction. Et c'est des éléments qu'on aurait forcément laissés sur site le jour où on le démontait et qu'on aurait dû réinvestir dans un second temps. Donc au final, ce projet pour l'instant est arrêté. Voilà. On verra s'il renaît de ses cendres. Donc, je vais vous présenter une partie qui est un peu plus artisanale, on va dire. C'est une approche très empirique de notre métier, où on est vraiment maître d'œuvre et artisan, quasiment. On vient mettre la main à la pâte. On a commencé par c'est une maison, on l'appelait cabane parce que c'est une maison de 70 mètres carrés, pour un couple qui est proche de la retraite et à Lacanau qui veut faire une extension de sa maison, qui a un terrain près du lac, assez agréable, très arboré, et qui souhaitent donc faire cette extension. Ils ont un budget, mais ils n'ont aucune envie particulière. J'expliquerai tout à l'heure, en fait, tout le déroulé. De ça, donc ça a commencé en 2013, il y a 2 ans. Donc en 2017, on a abouti sur un concept qu'on a mis en place, qui s'appelle EVA. C'est des modules en bois transportables et fabriqués ici, en Aquitaine. De ce concept-là, après, sont nées d'autres choses. Après, directement un appartement dans le centre de Bordeaux où on utilise à la fois les mêmes matériaux, une spatialité similaire. Et en fait, c'est surtout une technique qu'on a acquis, finalement. C'est des détails qui ne sont pas forcément les détails conventionnels qu'on voit dans les DTU, mais des choses peut-être plus travaillées ou plus artisanales. Avec ce concept EVA, on a été rapproché par différentes personnes, dont la marque de surf Roxy, pour qui on a fait un module, et aujourd'hui on est sur une autre histoire. Donc la cabane, qui est à Lacanau, on l'a commencé en 2013, ça c'est la réalisation, mais pour vous parler de cette maison, la personne là, qui est là, c'est le maître d'ouvrage, c'est quelqu'un d'assez génial, qui a une énergie débordante. Ils ont une maison, on va dire, basco-hollandaise, très classique, qu'on voit à peine sur le haut de la photo. Et ils ont un bout de terrain sur lequel ils peuvent construire, parce qu'ils sont allés voir l'urbanisme, mais ils ne savent pas quoi faire. Donc, ils se rapprochent d'un constructeur, le même qui a fait leur maison, pour voir qu'est-ce qu'il peut leur proposer. Et par connaissance, ils viennent nous voir pour savoir qu'est-ce que des jeunes architectes qui viennent de s'installer peuvent faire. C'est quelqu'un qui est très dans l'entrepreneuriat, donc il a aussi cette notion de faire confiance et faire confiance quand on voit que la personne est réactive. Donc on a fait notre proposition, montrer le plan. Ce qui est intéressant, c'est le plan final, mais on a eu très vite en fait cette intuition et cette directive. Ce qu'on souhaite à l'agence, vous voyez depuis le début des projets, c'est d'avoir des espaces très clairs, de perdre le moins d'espace possible. On n'aime pas les couloirs, on n'aime pas les choses assez classiques. Parfois on aime bien la symétrie et surtout le rapport de force dans un plan, des espaces servants, des espaces servis, des blocs, des vides. Et dans ce projet-là, ce plan qui date de 2013, il a abouti quasi de cette manière-là. C'était juste un travail de détail et d'affinement, quoi. Par rapport aux constructeurs, en fait, ce qui s'est vraiment différencié, c'est qu'on leur a fait quelque chose sur mesure, donc qui était cousu sur leur demande. Ils voulaient une chambre avec un petit espace pour accueillir d'autres personnes qui puissent louer et puis, à terme, s'ils sont à la retraite, aller vivre dedans. Et tandis que l'autre personne leur avait fait, il avait pris la maison du catalogue, il l'avait posé comme ça, et forcément, ça leur avait pas plu du tout. Bon, le budget était restreint, donc on a travaillé avec une entreprise généraliste, plus que générale, qui avait ses méthodes aussi très artisanales. Donc ça a du bon et du mauvais, c'est-à-dire qu'on peut avec eux définir un grand nombre de détails, comme celui-ci, c'est des volets qui sont rétractables dans la paroi, des volets extérieurs, qu'on affine et qu'on utilise sur d'autres projets par la suite. Mais disons que c'est aussi une approche artisanale parce que tout est dessiné. C'est-à-dire le cadre acier est dessiné, le rail, le contreplaqué. Donc c'est des éléments et après on a aussi des surprises parfois. Ce qu'il faut voir, c'est que ce projet, donc c'est toute une ossature bois. C'est un des premiers projets où on travaille avec du bois. Pour nous, ça nous paraissait assez évident parce qu'on est dans un site,
plutôt préservé. On est dans une région qui a déjà un savoir-faire sur le bois. On admire énormément le travail de Pierre Lajus. Donc tout ça, les girolles, la symétrie, une architecture assez épurée où on va chercher les matériaux vraiment bruts, ça nous parle. Donc ce qu'on a voulu faire, c'était ce plan-là, assez simple, rectangulaire, où toutes les ouvertures vont du sol au plafond. L'ossature est en bois, les fenêtres sont en bois. On a une ouverture vers l'extérieur. Ce qui est intéressant là, c'est on a voulu travailler sur des fenêtres qui s'ouvrent vers l'extérieur, et non pas qu'on ouvre vers l'intérieur. C'est un geste qui est très différent, c'est-à-dire qu'on va vers l'extérieur. On a un jardin assez restreint, mais en fait, c'est le cadrage qui est assez important. Et ça, on le verra sur d'autres projets, que c'est cette notion de cadrage, de paysage, elle est très forte. En tout cas, on souhaite la mettre en valeur. Autre point, c'est-à-dire donc cette entreprise générale, elle est en partie française, en partie de l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Ça, c'est le mauvais point. Et surtout, ça, je veux dire, c'est juste en expérience de chantier. Ces fenêtres-là en bois qui sont très belles, elles n'étaient pas d'une qualité extraordinaire. Et ça fait que là, au bout de 4 ans, aujourd'hui, on a quelques problèmes avec ça. Donc, faire très, très attention à la provenance des matériaux et savoir ce qui se fait et savoir refuser. Pendant un chantier, on aurait dû, là, à la réception, dire non. Soit on ne les paye pas, soit voilà, on les refait, ces fenêtres. Je parlais des volets tout à l'heure, donc on aime bien aussi tous ces jeux d'assemblage, de filtres, où à la fois c'est l'action de l'homme, de la main qui viennent rassembler tout ça. Ça crée des jeux de lumière et un peu inattendus quand on a les fenêtres ouvertes, les volets fermés. On peut aérer la maison est traversante, donc tout se fait par ventilation naturelle. C'est une approche assez bioclimatique du bâtiment. De l'extérieur, on est, comme je disais, sur quelque chose qui est vraiment symétrique. On souhaitait avoir des proportions gardées qui sont presque de l'ordre de 1 quart, 1 quart, 1 quart, avec ces fenêtres qui après sont redivisées. Parfois, dans la création, quand on fait vraiment, on sort du site, on essaye d'avoir une idée sur les proportions et sur vraiment, voilà, si on n'a pas quelque chose sur lequel se rattacher, les mathématiques, c'est pas si mal parfois. Et de ça, avec cette personne, ce maître d'ouvrage, l'idée pendant le chantier, donc ça s'est hyper bien passé, c'est devenu un vrai ami avec qui on a continué à aller, il nous invitait, ça c'est un gîte qui est en location à Lacanau. Et donc on a pu y aller, on a travaillé là-bas sur place. Et de ça, l'idée est née de se dire, est-ce qu'on pourrait pas faire des maisons qui soient plus petites, ou des modules plus que des maisons, en bois, toujours dans ce principe-là de modularité, de plan qui est assez symétrique, balancé, je dirais. Et avec lui, on a commencé à réfléchir, à développer le concept de EVA. C'est, disons, en fait, là, on devient nous-mêmes nos maîtres d'ouvrage, puisqu'on n'a pas de commande. Dans un premier temps, c'est de la pure recherche pendant 6 mois, voir qu'est-ce qui se fait en France, en Europe ou à l'étranger. Aujourd'hui, c'est une tendance, les tiny house, les cabines, tout ça. Donc, à un moment, on se dit, tiens, on va réfléchir sur la nôtre. Et en 2017, on commence à voir qu'est-ce qui est faisable, comment on fait. Une fois qu'on avait le dessin, qu'on pouvait se dire, voilà, le gabarit routier peut transporter ça, tel poids, telle hauteur. Il a fallu qu'on voulait construire un prototype. Ce prototype, comme je vous dis, pour l'instant, au début, il n'y avait personne qui était là pour nous le commander. Donc, on a pensé à le faire nous-mêmes, quoi. Nous-mêmes, en partie de nos mains, mais surtout, il fallait quelqu'un qui ait l'expérience et qui puisse nous accompagner là-dessus. Je reviens sur le plan. Donc, il y a une forme de familiarité avec celui de la maison à Lacanau. On commence ce qu'on voit sur le plan, à travailler sur l'ossature bois, sur l'isolation, sur les finitions, le bardage. Donc, des plans qui se travaillent au 20e, au 10e, quoi. En fait, finalement, depuis le début, les projets qu'on vous présente, c'est une question d'échelle, mais l'intention et l'intensité est la même. C'est-à-dire qu'on va regarder le détail et puis affiner au fur et à mesure. Là, ce qu'on voit et ce qu'on souhaitait, c'était s'ouvrir le maximum sur l'extérieur. Donc les 2 blocs noirs de chaque côté sont les parties qui sont plus utiles. On a le lit d'un côté qui est un coin nuit avec 2 lits superposés, et l'autre qui est la partie qui est plus technique,
avec la cuisine, la douche, des toilettes sèches, et un espace technique qui rassemble vraiment tous les équipements pour rendre en fait ce module autonome. EVA, ça veut dire habiter un espace de vie autonome. Les grandes fenêtres là, qu'on a en façade, on les a voulu à galandage, donc travailler toujours en fait sur un peu cette magie, c'est-à-dire comment par moment les éléments d'architecture disparaissent et créent une sensation, une émotion inattendue. Là, voilà la photo du module où on a travaillé donc tout en bois, c'est un bois brûlé. Tout ça, c'est un travail qui est, comme je vous ai dit, très artisanal, avec un constructeur qui est basé à Sainte-Foy-la-Grande, avec qui, pareil, on l'a rencontré lors d'une foire de construction à Bordeaux-Nord, et qui avait déjà la technique. Il n'avait pas forcément le dessin, mais il savait comment assembler, comment faire des choses qu'on transporte. C'est-à-dire que là, c'est soulevé par le haut, et ce module, on le prend, on le déplace, on le met sur un camion, et on peut le déplacer autant qu'on veut. Il est autonome en énergie, il est alimenté par des panneaux photovoltaïques, des batteries, il est chauffé par un poêle. On a une station d'épuration intégrée, une microstation. Et on veut dire à la fois ça sert plus de résidence secondaire dans un premier temps, mais aussi à terme on se dit pourquoi pas avoir plusieurs modules côte à côte qui en fassent une principale. Ce même détail qu'on a, voilà, on souhaite toujours refaire, ouvert, fermé, et intégrer tous ces éléments en fait, qui soient vraiment pensés en amont et pas subis. C'est vrai que les volets et tout ça, c'est tout ce qui, je veux dire, c'est des éléments pratiques, mais c'est très souvent très laid et je veux dire, c'est pratique, mais ça garde que son côté pratique. Alors, je pense qu'on peut amener un peu de magie, quoi. L'intérieur, ça fait 20 mètres carrés, donc c'est très étroit. Mais on a voulu travailler sur une monomatérialité entre intérieur et extérieur. C'est comme une bûche qui a un peu passé du temps au soleil, qu'on vient creuser. Donc tout l'intérieur est en contreplaqué de pin. C'est du pin des Landes. Donc c'est un des usages possibles de notre région. Le pin, difficilement, il peut être utilisé en structure. C'est possible, mais après traitement. Aujourd'hui, on va dire que l'industrie forestière, elle ne s'est pas trop orientée là-dessus, alors qu'elle était il y a peut-être 50 ans ou 100 ans, avec des arbres qui passaient plus de temps à pousser, qui étaient plus solides, avec plus de sève. Aujourd'hui, ça pousse très très vite. On en fait du papier toilette, des cagettes ou des choses comme ça. Donc, il ne faut pas croire que le pin est un mauvais bois. Ça en est un bon, mais il faut l'utiliser au bon endroit. On ne va pas le mettre en bardage extérieur, ça va pourrir très vite. Il y a des classes de bois, donc ça, je pense que vous allez l'apprendre, vous le savez déjà. Et après, on voit les détails de fenêtres, galandage, d'éléments plus hauts. Et ce qu'on a voulu, c'est travailler en fait ça sur des trames, sur savoir comment on a une largeur maximum qui est celle d'un gabarit routier et comment on peut augmenter ou réduire et s'adapter à la demande. Dans un premier temps, c'était plus orienté vers du particulier, c'est-à-dire des gens qui veulent se faire un cabanon, une extension de leur maison. On se rend compte que le prix est un petit peu au-dessus de ce qui serait souhaitable. Et finalement, c'est d'autres personnes qui sont venues vers nous pour en fait en développer des nouveaux, et avec cette idée toujours de transportable autonome, fabriqué ici en France. Donc je passe assez vite là sur les images, mais c'est une question de matérialité, d'espace traversant. On essaye d'avoir quand même une fonction qui est assez marquée et qu'on puisse aérer, qu'il n'y ait pas besoin de trop de technique, quoi. On essaye d'être plutôt low-tech dans nos bâtiments. On n'aime pas quand c'est trop difficile ou qu'il faut vraiment une maintenance énorme. Donc les solutions simples, c'est souvent les meilleures. De ça, avec la rencontre avec cet artisan assez exceptionnel, on a refait un appartement là, pour nous-mêmes dans le centre de Bordeaux. Et forcément, il y a des familiarités très, très présentes et qui sautent aux yeux. Donc là, c'est au dernier étage d'un immeuble bordelais, un plateau qui fait 50 mètres carrés. Et comment on vient le faire. Donc dans l'idée, c'était pourquoi pas, avec l'expérience qu'on a eue là-dessus, l'approche de ces matériaux, la manière d'assemblage, de découpage, de créer un petit appartement avec ce qu'on voit là sur la photo, une niche en haut, mais qui est qu'une niche d'invités, et un ensemble qui est assez travaillé sur mesure, sur cet espace sous les toits. On retrouve en fait cette forme-là
d'avant-toit, pas d'avant-toit, de sous-toit. Et une spatialité, et même, je dirais, des sensations qui sont proches, parce là on parle même d'odeur, voilà, le bois il est perceptible à l'œil, mais aussi au toucher, à l'hygrométrie. L'appartement, donc là, l'idée était assez simple, c'était de faire un bloc sanitaire sur lequel on avait un lit. Il y avait une cloison qui venait en séparatif, en bois, de sorte à ce qu'on ne voit pas des portes, quoi. C'est pareil, les portes, voilà, ça on en parle maintenant, les portes, les plaintes, les volets, c'est des éléments qui nous rebutent pas mal, parce que c'est souvent très laid, plus que laid, c'est juste fonctionnel et ça porte rien d'autre, quoi. C'est juste... le plaquiste il veut pas finir en bas sa bande, donc on va mettre une plainte. Alors ça il faut être assez embêtant, pas embêtant, mais si vous avez des détails à faire, faut insister avec les entreprises et dire non, moi je veux pas de plainte, tu finis proprement, quoi. Pareil pour les portes, la plupart c'est la porte à 80 € chez Leroy Merlin. C'est pas facile, mais voilà, mettez-vous une porte à 200 € et déjà c'est un peu mieux, ou alors de préférence faites-la sur mesure. Bon, c'est toujours plus cher, à moins que vous la fassiez vous-même. Ce qui est arrivé ici. L'intérieur, donc voilà, ce qu'on revoit, c'est une estrade qui va tout le long, et qui intègre à la fois le canapé, le lit, et la lumière vient de puits de jour, pas de puits de jour, de chiens assis qui sont en façade ouest, donc qui apportent une super lumière l'après-midi. Donc c'est un ensemble qui est assez artisanal, fait vraiment sur mesure, et dans lequel on est vraiment dans l'agencement intérieur, avec une adaptation, et parfois, c'est possible aussi, c'est possible à faire forcément, mais c'est un certain coût, parce que ce qui coûte le plus cher là-dedans, c'est la main d'œuvre, c'est pas forcément la matière. Et si on met un peu la main à la pâte, on arrive à faire des choses soi-même, quoi. Ce projet-là, donc c'est toujours Eva qui ensuite, on l'a montré pendant 1 an à Darwin, à Bordeaux, pendant 6 mois, pour l'expérimenter, la tester, avoir les retours des personnes. Et une des personnes qui est venue vers nous, c'est cette marque de surf, Roxy, qui souhaitait, en fait, qui avait comme idée de faire un module qui puisse transporter en bois et qui soit autonome en énergie. Et ce qui était marrant, c'est qu'ils avaient vraiment cette idée-là. Et ils connaissaient pas directement ce que nous on faisait. Et à un moment, un des directeurs a pris connaissance de ça. Il s'est dit, mais c'est en fait exactement ça qu'on veut. Ils sont venus nous voir, on a discuté, et on leur a proposé quelque chose, et littéralement, ils n'avaient rien à dire. Enfin, pas rien à dire, c'est qu'eux-mêmes disaient, ben non, faites-nous quelque chose. Voilà, faites-nous. Donc on a toujours cette idée de module qui se transporte, qui est un peu plus petit pour être transporté plus rapidement, d'aller d'événement en événement, on est sûr à la fois on aime bien faire la différence entre l'immobilier et le mobilier. Ça c'est vraiment du mobilier, quoi. Ça bouge, il n'y a pas de fondation, c'est peut-être une partie sur laquelle on réfléchit, la préfabrication, les assemblages hors site. Celui-ci, il est autonome en énergie parce que c'est qu'un espace de présentation et de démonstration. C'est une vue qu'on a un peu du haut, où on essaie de travailler sur un élément qui est plutôt abstrait, avec un bois, pour le coup, celui-ci, laissé brut, qui est simplement sablé. Donc on verra un détail, c'est-à-dire ça ressemble à du bois flotté. On essaie d'avoir une approche de la matière assez tactile et sensorielle. Et les panneaux photovoltaïques qui, eux, qui permettent au bâtiment de ne pas être lié au réseau et d'être posé n'importe où, que ce soit sur un terrain comme ça, un parking, ou sur la plage. Donc ça, c'était assez impressionnant à Osgore l'été dernier, pour être amené. Et du coup, en fait, nous-mêmes, on s'impressionne des fois de certains défis où les gens croient plus que ce que nous, on pourrait croire, et donc ça amène à des situations comme celle-ci qu'on aurait pu faire en image de synthèse, qu'on avait fait en image de synthèse, et qui se rendent réelles. Ça, en fait, ça s'est tellement bien passé en fait, entre nous, entre cette entreprise et nous, qui nous ont reconsultés là aujourd'hui. On est en train de travailler avec eux pour repenser leur espace de vente, leur magasin, avoir une nouvelle charte spatiale.
Et donc ça s'est concrétisé là aujourd'hui avec une boîte, c'est un peu une boîte magique où voilà, on vient travailler des nouveaux matériaux, quelque chose qu'on leur a présenté, qui a plu, et on espère que ça va donner suite. Pour un peu conclure, et après je laisserai la parole à mes associés, en fait, ce qu'on essaye là de montrer ou de voir, c'est que tous les projets qu'on traite depuis le début, il faut en tout cas, on leur a donné la même intensité, que ce soit au début c'était des petites échelles, le cimetière, la cabane, l'extension dans le centre-ville. Mais c'est ça qui après est très déterminant pour ce qui vient derrière, en tout cas quand on fait de la maîtrise d'œuvre. Nous aujourd'hui, on dessine et on suit les travaux. Ce qu'on n'a pas fait au tout début on va dire, on cherche du travail, donc on va pas trop, par moment, pas trop pousser ça, mais en fait, c'est primordial. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment avoir des références, vous voulez avoir des choses voilà, ce qui se fait, c'est le construit, c'est pas l'image, quoi. Et c'est la partie la plus difficile, forcément, mais aussi celle qui est la plus jouissive. Donc, une fois que les choses se mettent en œuvre, que le chantier est un peu éprouvant, les clients, pendant le chantier, sont jamais contents, forcément. Et à la fin, on a quand même un peu de gratification, mais une fois que c'est fini. Donc souvent, les problèmes sont un peu oubliés, et ce qui compte, c'est le résultat. Là, tout ce qui se passe au milieu, c'est juste en fait, une expérience, et parfois éprouvante. Donc un projet en amène un autre quand il est bien fait, quand il est pensé. Et on essaye à chaque fois de prendre ce qu'il y a de mieux dans un des projets, de le développer, et d'en faire une famille. Donc il y a un peu cette arborescence qui est celle qu'on a choisie aujourd'hui de vous présenter, mais il y a d'autres projets. Et on est au bout de 6 ans là, d'entreprise. Petit à petit, voilà, c'est un chemin qui se trace, sur lequel parfois on ne sait pas vers où on va, mais en tout cas, on essaye de garder une direction. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Non. Merci de votre attention. Bonjour, alors moi ma question c'était sur... vous avez des thématiques très différentes, très variées, et je voulais savoir si vous vous organisez de manière à ce que chacun ait un peu sa spécialité et son expertise sur, je sais pas moi, la mobilité ou la maison individuelle, ou est-ce que c'est vraiment un travail collectif à chaque fois ? Alors, on a un fonctionnement théorique qu'on essaie de mettre en pratique et qui fonctionne de mieux en mieux. En réalité, comme on voit avec cette arborescence, souvent il y a des projets qui naissent un peu spontanément, enfin, qui arrivent comme ça, par une certaine connaissance de quelqu'un, machin, et puis après ça se ramifie. L'idée, c'est que dès qu'il y a un projet qui arrive en agence, il y a quand même un tour de table qui se fait à 4. Très vite, il y a 2 des associés qui prennent en main un peu le projet. Peu importe la typologie, peu importe la taille, donc ce qui n'est pas forcément une bonne idée si on parle financièrement pour la boîte, parce que des petits projets où on ne gagne pas beaucoup d'argent, se mettre à 2, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même des super moments à passer ensemble, donc on le fait. On essaie de le faire de plus en plus. Et après, une fois que le projet part en chantier, une de ces personnes le garde, suit le chantier vraiment et garde le lien avec le maître d'ouvrage. L'autre personne qui était là, l'autre associé, bien de temps en temps pour accompagner, parce que des fois c'est aussi bien de sortir un peu la tête de tout ce qui se passe dans le chantier et avoir un avis un peu plus frais. Mais il n'y a pas vraiment de différenciation par thématique, par taille, par typologie. Au contraire, on essaye de pas trop se différencier. Pour l'instant, on n'a pas trop cette idée il y a un qui fait le chantier, un qui dessine, on a tous envie de dessiner, on a tous envie de faire du chantier, on a tous envie d'apprendre, donc on reste encore là-dedans. Il y a quand même une réunion tous les vendredis matins à l'agence qui permet de remettre à plat tout ce qui s'est passé dans la semaine ou ce qui se passe dans le mois. Donc on bloque nos agendas à 4, ce qui n'est pas évident, on l'a mis en place depuis, ça fait presque 1 an, je vais dire. Mais c'était dur au début, mais on s'oblige à ça, à bloquer un moment, ça dure une demi-journée et on met les projets à plat et quand on a des problèmes ou des décisions à prendre importantes,
on est en débat à 4, ce qui permet à 4 on a vite fait d'oublier ce que fait l'autre et de ne pas voir ce qui se passe, que tout va très vite. Donc ce moment est hyper important, il est dur à mettre en place, mais on le fait maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Où ça? C'était pour savoir si vous aviez beaucoup refusé de projets pour avoir cette direction un peu de... vous avez eu plusieurs directions, mais est-ce que vous avez refusé beaucoup de projets en vous disant non, ça va pas le faire, ou ça va pas nous apporter assez, même d'expérience ou quoi? Ou est-ce que vous avez vraiment fait une sélection sur les projets, où au début on est obligé d'accepter des trucs et finalement on trouve l'intérêt après? Comme c'était un peu expliqué tout à l'heure, c'est en effet au début, on a besoin de travailler, donc le refus les 2-3 premières années, ce serait trop prétentieux, quoi. Mais petit à petit aussi, on se rend compte des erreurs qu'on a commises ou des choses. Je disais particulièrement quand on nous demande simplement une mission de permis de construire ou de dessin. On en a fait quelques-unes au début, forcément, sans que ce soit des signatures de complaisance, mais je veux dire dessiner juste une maison en permis. Et puis après, les personnes vous rappellent pendant le chantier parce qu'elles ne savent pas faire ça, elles ne savent pas faire ça. Et à la fin, il y a une fenêtre ou deux qui sont apparues en plus et la mairie nous rappelle pour dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Non, on n'a pas suivi. Donc ça, aujourd'hui, on s'oblige à ne plus le faire. Donc c'est aussi une des raisons, un des prétextes. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient nous voir, et c'est assez fréquent, dire « j'ai besoin d'un architecte », c'est la pire des phrases, celle-là, parce que en fait, ils s'en foutent de ce que vous dessinez. C'est juste qu'ils ont besoin de quelqu'un qui fait des plans, qui signe, voire qui fait que la signature. Donc ça, surtout, n'allez pas là-dedans, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que après 6 ans, on ne dirait pas qu'on sélectionne, mais on essaye de filtrer les projets. Et parfois, c'est pas tellement l'échelle. C'est-à-dire qu'à un moment, un promoteur vient nous voir et on a entendu que des très mauvaises choses sur cette personne. Là, clairement, on lui dit non, désolé, on est trop chargé. On essaye de le dire poliment quand même. Et par moment, c'est juste que une petite extension. Si la personne n'a pas une attente architecturale ou vraiment une envie particulière, c'est du temps qu'on passe, et aujourd'hui on ne veut pas grandir à tout prix, mais conserver cette échelle intermédiaire. Donc on ne veut pas recruter du monde pour faire des projets. Du coup, avec le temps, petit à petit, on a su s'affirmer. C'est plutôt ça. Bonjour, j'aimerais savoir, au niveau plutôt de la création de l'agence, à quel moment et comment vous avez décidé? Je suppose que c'est à l'école direct, et c'est directement en sortant de l'école, mais comment ça se passe? On sent une certaine alchimie au niveau du travail, ou comment ça se passe? Comment s'est rencontré? Comment, je veux dire, on peut avoir des amis sans, par exemple, sentir que sur le plan du travail on s'entend. Donc à quel moment la décision de devenir vraiment une agence C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a fêté dernièrement nos 6 ans, mais en réalité ça fait 10 ans qu'on est sorti de l'école. Ce qui s'est fait, déjà on est sorti de l'école un peu au compte-gouttes, tac tac, chacun. On est de la même année, mais les choses sont faites, ce qui fait qu'on est parti. On est sorti de l'école pas au même moment, à un an à 2 ans près. Chacun a eu un peu son expérience, et avant de faire l'agence, on a exercé individuellement. C'est-à-dire qu'on avait chacun une auto-entreprise classique, quelque chose de très souple. On ferme, on ouvre. Et du coup, on a travaillé les 4 ensemble, on partageait des projets, mais chacun était indépendamment. Ça limitait les risques s'il y en a un qui voulait partir. Donc c'était très très souple au début. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à partir de la licence, on avait quand même monté une association qui a duré jusqu'à la fin de nos études, où on répondait à des concours d'idées type Agora, des choses comme ça qui nous permettaient, quand on gagnait, ou il y avait des seconds prix, de gagner un peu d'argent, de payer le loyer du local qu'on avait en centre-ville. Et puis on travaillait avec des agences d'archi aussi, on leur fait des images ou un peu de choses comme ça. Et ce qui quand même a permis de conforter le fait qu'on aimait travailler ensemble. Et voilà. Donc il y a quand même eu, avant la création de l'agence, il y a
4-5 ans de travail ensemble, sans être liés concrètement avec une société, des choses comme ça. Moi j'ai une question. On voit à travers tous les projets que vous nous avez présentés qu'il y a au fur et à mesure une espèce de progression vers des projets de plus en plus responsables, durables, où vous travaillez en accord avec des entreprises locales et vraiment en partenariat avec le client. Et du coup je me demande si cette position-là, on sait qu'elle est assez simple. Enfin, pas assez simple, mais en tout cas beaucoup plus facile et applicable en travaillant pour des petits projets ou avec du privé. Et comment est-ce que vous pensez pouvoir l'appliquer sur des marchés ou des projets publics, ou en tout cas de plus grande envergure, et est-ce que vous voulez aller dans cette direction-là aussi? Moi, je sais pas, à l'inverse, j'ai plutôt l'impression que sur les gros projets, notamment en marché public, on est vachement poussé à aller vers le responsable par rapport à l'environnement, vers les entreprises locales. C'est quasiment des chartes qu'on doit remplir, signer, comme quoi on va faire travailler des filières locales, des entreprises locales, et faire des efforts colossaux sur les économies d'énergie. On doit très bien s'entourer avec des cabinets spécialisés. Donc au contraire, moi j'ai plus l'impression que le public nous pousse à ça et le privé peut-être un peu moins. Même si ça vient de plus en plus aujourd'hui, que les gens sont davantage éduqués. Mais ça se fait assez naturellement, et de toute façon on n'a pas le choix. Je pense que c'est tout ce vers quoi on doit tendre aujourd'hui. Ouais, moi j'ai une question. On a vu à travers les réalisations, il y a un petit truc qui m'est resté. Vous parliez de la dame, de la cliente qui s'est lancée dans la promotion, on va dire, immobilière ou le développement immobilier personnel, et qui s'intéressait à faire des projets un peu qualitatifs. Et à travers ça, il y a cette recherche donc du rôle de l'architecte dans sa capacité à réaliser le chantier, maîtriser les travaux, travailler avec les matériaux, les finitions, les mises en œuvre. Et donc la question c'est comment dans cette expérience que vous avez menée à travers les projets, vous pourriez rendre compte de l'importance de l'expérience du chantier, c'est-à-dire de construire les projets, et non pas ces projets comme ils sont faits au cours des études où ils ne voient pas la réalité après d'une construction physique. Comment ça a transformé petit à petit votre pratique, et comment ça l'a peut-être nourri, ce rapport à la matière? Michel? Disons que je disais tout à l'heure, la première chose des chantiers, c'est forcément un moment qui est éprouvant, quoi, mais qui est génial. C'est-à-dire que parfois on y voit un peu la boule au ventre, on se sent dans un match de boxe presque. Mais il y a des moments de collaboration, des moments d'intensité, chaque semaine est différente, c'est très cadencé. Et je dirais que voilà, on a beau tout dessiner, il y a des choses qui se dessinent en chantier, il y a la main de l'homme qui est aussi différente de celle... C'est pas un ordinateur, donc forcément il faut adapter les 2-3 cm. Les matériaux, on commence à découvrir, à voir comment se fait un coffrage, c'est très con, mais je suis pas sûr qu'à l'école on parle trop de ça, quoi. Des assemblages bois, comment on assemble les éléments quand deux éléments se touchent, plus ou moins les dimensions, et après coup, c'est aussi des erreurs qu'on apprend, quoi. Donc sur des maisons ou sur le reste, quand on commence les premiers chantiers, faut savoir que finalement le particulier c'est le plus difficile. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile de faire 20 à 30 logements parce que vous avez un bureau d'études thermiques, structure, il y a 10 personnes sur la table. La maison, vous êtes tout seul, ou du moins avec les associés, et vous faites tout. Donc, il faut prendre des décisions, vous êtes la seule personne, et surtout quand vous sortez de l'école, vous avez 25 ans, la moyenne d'âge, elle doit être plutôt de la cinquantaine. C'est vous qui décidez, vous avez une importance qui est très forte. Alors, faut savoir écouter, faut savoir aussi encaisser par moment, revenir sur des décisions, pas être totalement buté, mais en même temps savoir ce qu'on fait, et observer, quoi. Observer, noter, prendre des photos. Et c'est vrai que ça, petit à petit, il y a eu des choses qui sont très bien faites qu'on conserve. On a aussi une sorte de liste noire de choses à ne plus faire, mais par lesquelles on est forcé de passer. Et je veux dire, on apprend forcément de l'expérience, et comme je dis aujourd'hui, on ne voit notre métier, en tout cas notre agence, que par vraiment la maîtrise d'œuvre, où
on dessine et on suit, quoi. Et c'est pour ça que là, ça rejoint la question du début. On n'est pas une agence où quelqu'un dessine, puis quelqu'un chiffre et l'autre fasse suivre les travaux, ce qui est aussi une autre manière de fonctionner, hein. C'est peut-être beaucoup plus efficace. Mais on aime bien prendre le temps qu'il faut pour apprendre suffisamment et se raconter les expériences chacun de voilà, qu'est-ce qui a été bien, pas bien, et comment, voilà, c'est cette phase de chantier, de réalisation, c'est celle qui est finalement la plus importante, parce que genre, je pense qu'on est architecte pour construire, quoi, surtout, et pour ramener, pour faire avancer les choses. Alors ça passe par l'expérience, quoi, surtout. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, ce qui est très appréciable quand on fait un chantier, c'est la rencontre avec les entreprises. Alors bien évidemment, il y en a des mauvaises, des très très mauvaises, avec qui ça se passe très mal, mais c'est extraordinairement appréciable de rencontrer une très bonne entreprise. On parle de la personne qu'on a rencontrée avec qui fabrique Eva. Vous ne pouvez pas vous rendre compte le plaisir qu'il y a d'aller avec lui, en réalité de voir comment les choses vont s'assembler, les techniques qu'il a, parce que c'est des gens, les bonnes entreprises ont un très bon savoir-faire qui a tendance à se perdre dans certains corps d'État, mais quand vous avez le bon, c'est génial. Donc il faut le garder, et les chantiers Roberto, où il y a le travail du béton, on s'est cassé la tête pendant des heures et des heures, des réunions très très longues, mais c'est vraiment, pour moi, c'est la finalité de notre métier. Donc pour nous, on ne peut pas accepter que les projets s'arrêtent à l'image, et la finalité, c'est quand ils sont livrés, et quand ils habitent, et qu'ils traversent un peu le temps, même si c'est qu'une 15-20 d'années, c'est ce qu'il y a pour nous le plus important qu'on trouve. Donc la réalité du projet, comment il se construit, et donc la rencontre avec des bonnes entreprises, c'est quelque chose de très appréciable aussi. J'ai une question par rapport à l'accès à la commande. Vous dites ils sont venus vers nous, on s'est rencontrés, mais est-ce que c'est que par le bouche à oreille, ou comment ça se passe concrètement? Je veux parler, il y a les deux. On vous l'a dit, moi j'ai mon père qui est architecte, il ne faut pas se voiler la face, hein, il nous a mis quand même le pied à l'étrier. Vous le savez sûrement, il y a énormément d'architectes à Bordeaux. C'est pas évident de faire son trou, de faire sa place. Nous, on arrive à 6 ans, on est assez surpris du quantité de travail qu'on a pu avoir, mais bon, les gens, les petits projets, on vient vous voir, c'est un peu de la chance, des fois du bouche à oreille, et tout ce qui est concours, projet un peu plus ambitieux, c'est une histoire de référence, donc c'est de l'association, hein. Moi, avec mon père, on s'est associés, les architectes dans Pampelune, on est allé les voir, on s'est associé avec eux, et nous, une question de mandataire, je sais pas si ça vous parle, quand on répond à un concours, il y a un peu l'architecte référent qui souvent a les références appropriées. Au début, et encore aujourd'hui, on est peu de fois mandataire, c'est-à-dire qu'on s'associe avec des agences qui ont plus d'expérience, plus de références, avec qui on s'entend plus ou moins bien, mais ça marche par l'association aussi. Je sais pas si... On va dire que l'autre accès à la commande, c'est de la provoquer directement. Donc c'est plus difficile, mais c'est ce qui a été le cas sur Eva ou sur des projets personnels. Je pense qu'en sortant de l'école, les premiers projets, c'est le cousin, la mère. Souvent, c'est lié à la famille ou au réseau totalement direct. Il faut les soigner énormément, parce que ceci, voilà, on les fait bien. C'est un petit truc, une extension, et après ça en amène un autre. Le réseau d'entreprises va en amener d'autres. C'est-à-dire que concrètement, un maçon avec qui vous travaillez bien, par moment, il peut vous amener du travail, ou un charpentier, ou n'importe qui. Donc il ne faut pas négliger tous ces éléments-là. Et je pense que voilà, après tout ce qui est concours d'idées, appel à idées, ça amène aussi une certaine référence. Et donc plutôt tendre là-dessus. Après, il faut pas non plus tout accepter, mais c'est... Parfois, il y a un peu de chance, et parfois, on va la chercher, quoi, la chance. Très bien, merci beaucoup.